Oui, ben bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Joëlle, chargée de projet en gestion des eaux usées et pluviales. J'ai fait partie de la campagne de caractérisation des installations septiques autonomes en 2020-2021 en partenariat avec le MLCC, la municipalité de Stoneham-Tewkesbury et la Ville de Québec. Avant de vous présenter le projet, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière pour qu'on comprenne un petit peu le contexte là, dans lequel s'est intégré ce projet-là, pour comprendre un peu les besoins puis d'où que ça venait. Donc, c'est en 1980, puis je vais aussi pouvoir répondre aux questions du mieux que je peux sur la refonte du QDR20. Donc, c'est en 1981 qu'il y a eu le premier règlement là, sur l'évacuation et le traitement des eaux usées en résidence isolée. Donc, ceux qui sont les résidences qui ne sont pas raccordées au réseau d'égouts. Par la suite, dans les années qui ont suivi, Agiro anciennement l'APEL, a collaboré avec le ministère afin de toujours vouloir améliorer les connaissances puis remettre à niveau les installations septiques qui étaient désuètes. J'ai juste mis une petite lettre qu'on a retrouvée communication qui date de 1985 là, avec le ministre de l'Environnement de l'époque qu'on a visité aussi dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'était quand même cocasse, mais c'est juste pour dire que depuis le début, Agiro a été impliqué dans le suivi des installations septiques. En 2006, c'est là qu'il y a eu un peu un lancement d'alerte parce qu'il y a eu l'apparition des premières cyanobactéries au lac Saint-Charles. Donc ça a vraiment donné un petit peu un coup pour améliorer les connaissances en installation septique. Je vais dire ISA à partir de maintenant, c'est plus long, c'est plus court, donc installation septique autonome. Donc, c'est ça, on a cherché à améliorer les connaissances en installation septique. Il y a eu un guide de réalisation de relevés sanitaires pour un peu mieux encadrer puis aussi classer les installations pour pouvoir savoir prioriser les interventions. Et puis, c'est ça, en 2010, on a fait un rapport d'enquête sur les sources de contamination, puis on a constaté que, les installations septiques pouvaient avoir un impact sur le milieu. Puis c'est ça, ça a mené aussi à deux règlements de contrôle intérimaires en 2010 et 2016. Puis dans ces deux règlements-là, on constate que, plus aucune ouverture de rue sur installation septique est permise dans ce périmètre-là et qu'il faut continuer à améliorer les connaissances. En 2012-2013, il y a eu un mandat donné au groupe Hémisphère, donc ils ont pu caractériser au-dessus, si je me souviens bien, de 800 installations septiques pour améliorer la qualité d'eau du lac Saint-Charles. En 2016-2018, il y a aussi eu la caractérisation avec la CMQ des puits privés. Bon, là, il y en a beaucoup, là, je ne vais pas passer autour de tout ça, mais bref, juste pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts là, pour en apprendre plus sur les installations septiques. En 2018, on a développé une méthodologie pour la caractérisation des ISA. C'est là qu'on s'est dit qu'on pourrait contribuer aussi en faisant de la caractérisation. Donc, on est allé chercher une subvention du ministère. Puis grâce à la participation, la contribution aussi de la municipalité de Stoneham et de la Ville de Québec, on a pu faire ce projet-là, donc caractériser plus de 1150 installations septiques. C'était aussi pour répondre aussi aux besoins parce qu'il y a eu, comme on en a parlé tantôt, les études de faisabilité pour le raccordement et que ce soit à la Ville de Québec ou dans la municipalité de Stoneham. Donc, c'était pour pouvoir avoir des informations supplémentaires. J'ai mis une petite image ici pour un peu expliquer pourquoi c'est important de faire la caractérisation des installations septiques. En fait, c'est parce que on veut évidemment éviter les contaminations, que ce soit au puits privé ou au milieu récepteur. Donc, si une installation septique rejette des effluents qui ne sont pas traités ou maltraités, bien, ça peut rejoindre la nappe phréatique pour éventuellement aller au plan d'eau. Donc, ça fait une augmentation d'éléments nutritifs. Puis, en augmentant les éléments nutritifs, prolifération d'algues, moins de lumière pour certaines plantes. Les plantes vont mourir, vont être dégradées par les micro-organismes qui consomment, eux, de l'oxygène. Puis, en consommant de l'oxygène, il y en a moins pour les autres organismes autour. Donc, ça a un impact, ça peut mener à l'eutrophisation des lacs. Oh. OK.
J'ai une petite carte ici qui localise les installations septiques. Sonia en a parlé tantôt. On en a plus de 5000, autour de 5000 dans le bassin versant de la prise d'eau. Nous, on s'est concentré sur le bassin versant du lac Saint-Charles. Donc, il y en avait environ, si je me souviens bien, 253 côté de la ville de Québec. Puis, on en a fait 926 dans côté de la municipalité de ville de Stoneham. Puis c'est ça, l'objectif, c'était de les catégoriser. Je vais vous parler un petit peu de comment on les a catégorisés, mais pour voir comment, c'était quoi les priorités d'intervention. Je trouvais ça important de mettre une carte de densité des installations septiques parce que ça, évidemment, plus on a d'installations septiques sur un milieu, plus il va y avoir un gros panache de dispersion, plus la charge va être importante en nutriments, donc azote, phosphore, et même aussi en contaminants d'intérêt émergents. Donc, je trouvais ça important de mettre. Puis comme Sonia disait, il n'y a pas encore de limite de densification d'installations septiques, puis ça ne prend pas nécessairement en compte non plus la sensibilité du milieu récepteur. Donc ça faisait partie de nos recommandations dans l'assainissement 2.0 au ministère, qu'on leur a dit qu'il fallait absolument définir des limites de densité. Je ne sais pas si ça va être fait, mais c'est un début de au moins le dire qu'il faut faire attention. Maintenant, on plonge dans le cœur du projet. Il y avait 4 étapes. Donc, on a fait la formation du personnel, on a fait l'inventaire des installations, compiler, traiter les données et rédiger les fiches individuelles. Pour la formation, on voulait vraiment avoir des outils de collecte et traitement de données qui pouvaient ensuite traiter les installations dans leur ensemble et non individuellement. C'est pour ça qu'on a eu recours à toute la suite Esri là, pour aller chercher le meilleur des applications. Donc, on a utilisé Server 1, 2, 3, Collector, ArcGIS Online, ArcGIS Pro pour pouvoir traiter nos données. On a aussi une formation sur l'approche citoyen parce qu'il y a une notion de confidentialité, évidemment, mais surtout aussi une notion de sensibilisation parce que les citoyens, ça va être les premiers à pouvoir intervenir s'ils détectent un signe de défaillance. Donc, c'était très important que les gens qui allaient sur le terrain soient capables d'expliquer aux citoyens comment bien prendre soin de son installation septique puis pourquoi c'était important. Il y avait aussi la notion des objectifs du projet. Puis d'inspection de terrain des ISAP, bien évidemment. Donc, on s'est basé sur le guide de relevé sanitaire, mais aussi sur la méthodologie qui a été développée par Agiro en 2018. Puis une formation qui a été donnée par les inspecteurs de la Ville de Québec. Je vous présente un peu, comme je disais, là, la sensibilisation, c'était vraiment important dans le projet. Donc, on remettait un petit guide explicatif à tous les citoyens pour rappeler les objectifs du projet, puis aussi expliquer de la base, là, le fonctionnement d'une fosse septique, d'un champ d'épuration, l'importance du préfit, jusqu'à la responsabilité du propriétaire. Puis aussi, on donnait des trucs là, pour pouvoir prolonger la durée de vie de l'installation septique. Parce que c'est sûr que ça dépend de l'utilisation, ça dépend du type de sol en place, ça dépend de plusieurs facteurs, mais il y en a qui sont que les citoyens peuvent avoir un impact là-dessus. Ils peuvent, en mettant les produits qu'il faut qu'ils aillent dedans, prolonger la durée de vie de leur installation. Ici, on a une petite idée là, de ce à quoi le formulaire de collecte de données terrain ressemblait. Ça, c'était tout ce qui était plus qualitatif, donc information sur le recenseur, sur la résidence, sur l'installation septique en elle-même, mais aussi caractérisation du sol. Donc, à chaque maison, on allait faire un petit test à l'intérieur pour avoir une idée générale du type de drainage qu'il y avait en place. Ensuite, on avait les informations sur la source d'alimentation en eau et on notait les problèmes qu'on pouvait observer ou les différents dysfonctionnements. Tout ce qu'il y avait dans le formulaire à géoréférencer l'a été fait. Donc, à chaque géolocalisation, on prenait des photos, on essayait d'aller chercher le plus d'informations possible, que ce soit la localisation de la fosse, du champ d'épuration, du puits, des déversements, des sondages stratigraphiques, nommez-les, on essayait d'aller chercher le plus d'informations possible.
Puis ensuite, ça nous permettait de mieux traiter les données. Donc, avec notre carte d'occupation du sol qu'on a chez Agiro, on connaît la localisation dans le bassin de toutes les résidences, tous les cours d'eau, tous les milieux humides. Donc, ça permettait de mesurer de manière automatique les distances par rapport aux différentes composantes. Puis, ça nous a aussi permis d'évaluer un peu l'espace disponible pour installer un deuxième dispositif non étanche. Donc, en faisant des buffers autour, par exemple, du puits, en fonction s'il était scellé ou non, on pouvait voir si, oui ou non, il restait de la place pour installer, si on voulait, un deuxième système non étanche. Donc, voici notre classification. On les a classés en 6 ordres de priorité différentes, allant de nuisance directe à aucune nuisance observée. Contrairement au guide de relevé sanitaire, il y a plus de catégories. Le guide de relevé sanitaire va les classer A, B ou C, mais nous, on trouvait ça important d'essayer le plus possible les séparer pour vraiment savoir c'est quoi les priorités. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la catégorie B dans le guide de relevé sanitaire, en fait, ça ne tient pas en compte nécessairement des impacts potentiels que ça peut avoir sur la santé humaine, donc les distances au puits, par exemple. Donc, on voulait juste plus faire un plus gros éventail possible. On a aussi fait une analyse de risque multicritère parce que, bon, on n'a pas ça au Québec, mais en Ontario, ils utilisent un modèle là, basé sur la thèse d'Housting qui prend en compte plusieurs critères et plusieurs valeurs de risque. Puis à chaque critère, il y a un poids qui y est associé. C'est pas nécessairement par rapport aux problèmes qui ont été observés sur le terrain, mais c'est plus par rapport à la vulnérabilité potentielle de l'installation. Donc, plus la pente est forte, plus il va y avoir un risque s'il y a une défaillance d'avoir un impact sur le milieu récepteur. Même chose pour la proximité du lac, l'âge, la distance à un puits. Et nous, on a rajouté notre ordre de priorité parce que c'était quand même des informations connues qu'on trouvait importantes d'inclure. Ensuite, on a rédigé des fiches, là, j'ai mis en noir question confidentialité, mais chaque citoyen peut avoir sa fiche pour pouvoir voir l'état de son installation septique au moment où on a passé faire la caractérisation. Donc, toutes les informations du formulaire qui sont regroupées, informations générales concernant le propriétaire, propriété, installation septique, etc., etc. Puis, comme on avait tout géoréférencé, ben là, il y a des carrés noirs, là, mais normalement, il n'y en a pas, mais ça permet aux citoyens de voir ils sont où ces installations, puis de constater les problèmes observés. C'est ça. Finalement, les retombées du projet, ben, on est très content d'avoir sensibilisé les gens par rapport à l'entretien puis l'utilisation de leur installation septique. Puis on est content aussi d'avoir classé les installations pour aider à la prise de décision. On a aussi eu une bourse de reconnaissance de la Fondation Esten comme étant un projet innovant en protection et sensibilisation de l'eau. Puis on est content de voir aussi que c'était un réel besoin d'avoir une information un petit peu plus, je ne sais pas comment dire, une information, de rendre plus facile de guider les gens vers le relevé sanitaire. Parce que de ce qu'on a entendu des organismes autour de nous, c'est que, bon, c'est pas évident de savoir quoi observer, quel problème qu'on peut détecter, puis c'est quoi les signes de défaillance. Donc, ça nous a permis de discuter puis de donner des conseils à différents organismes. Puis, c'est ça, on a eu des projets avec le ministère aussi pour produire des indicateurs qui concernent les résidences isolées puis les pressions qu'ils peuvent exercer sur le milieu. Puis, c'est ça, d'autres mandats avec la MELCC pour évaluer la pérennité des installations septiques à long terme. Donc, c'est pas mal ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si j'ai rentré dans le temps. Parfait. Super. Oui? Très intéressant, mais il me semble que vous n'avez pas répondu à la question. Il y en a combien qui sont au niveau 1, 2, 3, 4, sans les localiser, au moins le nombre? J'imagine que ça, ben, je comprends, il y a un aspect de confidentialité. Je ne sais pas si je peux le dire.
Mais en tout cas, c'est bien beau de faire toutes ces choses-là, mais si ça demeure un secret d'État, ben, Peut-être mentionner que pour la Ville de Québec, ben, les résultats ils ont été transmis évidemment à l'organisation. Puis là, on est en analyse préliminaire des résultats. Donc, les citoyens n'ont pas reçu non plus ces fiches. Donc, avant de communiquer l'information, je pense qu'on souhaite le transmettre là, aux citoyens d'abord. Les informations, en fait, oui, on les a, là, puis on va travailler. Moi, je pense que dans le cadre des études, on pourra autoriser là, le transfert des informations sur les différentes spécifications. On travaille les fiches aussi là, de notre côté pour envoyer aux citoyens, certainement vulgariser ça pour les aider à comprendre. Et ce qu'on veut faire là, à toute fin pratique, c'est d'abord et avant tout, ceux qui sont à changer, mettre la pression nécessaire pour que les gens embarquent dans notre programme de subvention pour une première année, puis ensuite, on verra s'il faut aller plus loin dans nos mesures. Pour les chiffres actuellement, je dois avouer que je n'aurais pas de problème a priori si la Ville de Québec fait la même chose de son côté, mais je ne sais pas quel est l'intérêt réel de savoir combien de à ce moment-ci. Peut-être, en tout cas, ce que je peux dire, je crois, c'est que les installations sont vieillissantes puis qu'ils vont être éventuellement à changer. Puis que nous, ce qu'on faisait, on n'évaluait pas, on quantifiait pas l'impact des installations. On relevait plus des défaillances. Par la suite, ben là, c'est le renversement du fardeau de la preuve qui peut être utilisé, mais je peux pas, ouais, c'est ça. Je peux pas en dire plus. Marie-Joëlle, j'ai une question Oui. pour toi. Tout d'abord, félicitations pour votre travail. C'est Merci. certainement très intéressant et instructif. Ma question est assez simple. On a eu, dans le cadre de nos travaux, à se positionner par rapport à des estimations qu'on faisait en ce qui a trait, quel serait justement le nombre de ISA par kilomètre carré qui ferait que, pour un territoire donné, je pourrais dire que toute la contamination vient de... La question qui tue. Moi, j'ai un chiffre dans la tête, là, mais je veux savoir le après. Ouais, ben, ben, je pense, ben là, je vais parler juste pour moi, là. Je pense que ça dépend aussi du milieu récepteur de la densification. C'est sûr, si on est dans une prise d'eau, ben, selon moi, le chiffre devrait être différent que si on a un endroit où la nappe phréatique est super loin et qu'il n'y a pas beaucoup de milieux humides. Bref, ça dépend du milieu. Il y a des sources qui disent, mais ça, c'est des sources de US, le EPA, là, qui dit, il me semble, 16 installations par kilomètre carré. Donc, on a un peu plus ici. Vu que tu m'as donné ton chiffre à peu près, je peux te dire le mien. C'est quoi? À partir de 30 ISA par kilomètre carré, on considérait que s'il y a une contamination, ça vient des ISA. Puis on a travaillé avec l'équipe de Sophie Duchesne à l'INRS pour évaluer justement ce qui pouvait être la charge potentielle. Super. Ben, je sais qu'il y a des travaux en cours pour... C'était totalement empirique. On avait des chiffres, là, puis on a passé une courbe là-dedans de régression. Puis on a dit, OK, à partir de 30, ce serait 100 %. Puis en bas de 30, ben là, on avait différents pourcentages. Oui, il n'y a pas de chiffre magique parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez étudié la question. Je pense que ça serait très important de pousser plus loin pour évaluer justement l'impact puis le panache qui est entraîné par les installations. Donc, oui, ça fait partie de nos recommandations au gouvernement aussi d'améliorer nos connaissances à ce sujet-là. Tu as touché le bon point, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce chiffre-là, mais il dépend de tellement de facteurs qu'il va y avoir des intervalles selon oui, c'est ça, la quel pente, type de territoire, le type de sol, ça dépend de plein de facteurs. Ça serait vraiment le fun d'avoir un chiffre magique. Oui, OK. Donc, il y a l'étude qu'on a faite avec la communauté métropolitaine de Québec. Oui, avec Gabriel. Oui, avec Gabriel, qui a démontré que
plus que la densité d'installations septiques est élevée, plus que la présence de colis et d'autres contaminants, plus que la variance est expliquée, en fait, par le modèle qu'on a utilisé. Donc, c'est sûr qu'il y a une relation, effectivement, mais le type de sol varie, parce on peut être autant sur roc fracturé que sur sol normal, sur n'importe quoi. C'est à peu près de tout. Mais je référerais peut-être les gens à cette étude-là. Là, c'était très bien expliqué là, dans l'étude. Si vous avez d'autres questions, on pourra en discuter pendant la pause. Merci.